Bienvenue au sein des grandes conférences liégeoises. Nous avons le plaisir d'accueillir une figure influente du paysage audiovisuel français, Laure Adler, femme de médias. Elle a notamment dirigé France Culture, elle a conseillé François Mitterrand, animé des émissions de radio, de télévision. Alors, elle va nous parler pour cette conférence d'un thème qui nous touche ou qui nous touchera tous, le grand âge, la vieillesse. Pourquoi fustiger cette période de la vie alors qu'en Orient, en Afrique, c'est plutôt un privilège, un bonheur de vieillir. Donc elle nous expliquera que la vieillesse ne doit pas être envisagée sous le prisme de la faiblesse, mais plutôt de la joie, du bonheur, de la transmission, de la prise de recul. Alors elle a choisi un titre un petit peu provocateur, mais elle a beaucoup d'humour. Je suis vieille et je vous emmerde. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup. D'abord, toutes mes excuses pour ce retard, bien involontaire, puisque c'est le train qui a eu du retard, mais je vous adresse mes excuses. Si j'ai pas pu venir plus tôt dans l'après-midi, c'est parce que justement, j'ai la responsabilité d'une commission au ministère de la Culture consacrée à toutes les publications d'histoire, de philosophie et de sciences humaines, et où des universitaires qui m'entourent et avec qui j'ai la chance de travailler discutent avec moi de la possibilité d'aider des recherches en cours. Et c'est pour ça que je repars aussi et que je ne pourrai pas rester dans votre belle ville parce que demain matin, nous recommençons notre commission à 9h du matin. Alors j'avais l'impression que vous menteriez quand vous racontiez tout ce que j'étais, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà eu, je sais pas, 58 vies. Et j'ai l'impression que la vieillesse, âge auquel je suis parvenue, c'est justement un temps du présent. C'est un temps où on n'a pas tellement envie de savoir qui on a été. Je sais qu'il y a des personnes âgées qui considèrent que la vieillesse, c'est essayer de se faire considérer par les autres et d'essayer de leur rappeler sans cesse tout ce qu'ils ont été. Moi, c'est pas mon cas. Alors, je vais essayer de vous parler de cet étrange pays où je suis allée à la fois volontairement et bien involontairement. Au départ, comme toutes les personnes qui vieillissent, ce n'est pas moi qui ai l'impression de vieillir. Je passe pas mon temps à me regarder dans la glace, je sais que j'ai des rides, je sais que je vieillis, je sais que mon corps ne va pas aussi vite qu'autrefois, je sais que je ne peux pas m'habiller avec des mini-jupes et des grandes capes qui cachaient mes mini-jupes, comme quand je m'habillais quand j'avais 18-20 ans. Tout ça, je le sais et je l'ai intériorisé, mais ça ne me chagrine pas. D'autre part, j'ai un culte, c'est celui de l'amitié, donc je vieillis avec mes amis. Donc les autres personnes qui, comme moi, subissent les mêmes, ou agissent, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je dis subissent, les mêmes métamorphoses de l'existence, je les prends plutôt comme une espèce de camaraderie, de sororité ou de fraternité dans l'âge. Et donc, j'ai été doublement rappelée à mon âge par deux circonstances. L'une est intellectuelle, c'est mon amour pour le féminisme, mon engagement dans le féminisme. Je fais partie d'une génération où le féminisme a structuré à la fois mes engagements, ma vision du monde, mes révoltes, et où aussi j'ai construit mon rapport à l'intolérance, aux inégalités et à la possibilité de trouver un monde meilleur où l'égalité femmes-hommes puisse être respectée. J'ai rencontré le féminisme dans le sillage de l'après-68, à une période où, dans les années 70, on a considéré, nous les filles qui avions participé, même si j'étais très jeune, à mai 68, à cette espèce d'effervescence qui a eu lieu dans le monde étudiant, on est entrées, nous les filles, dans ces mouvements de contestation du savoir, de contestation de l'administration du savoir, d'une société qui était régie par des vieilles personnes. Je vous rappelle que mai 68, ça a d'ailleurs une saveur un peu pimentée aujourd'hui. Une des raisons de 68, c'est pas que les garçons ne pouvaient plus aller dans le dortoir des filles à l'université de Nanterre sur le campus.
c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui considéraient que le pays était administré par les vieux. Et donc c'était une révolte des jeunes par rapport aux vieux qui dirigeaient le pays absolument à tous les postes, que ce soit les postes économiques, que ce soit les postes politiques, que ce soit les postes à l'université. Et c'était d'ailleurs vrai. Alors ensuite, il y a eu l'effervescence de Nanterre, on sait ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé dans cette effervescence estudiantine, c'est que nous, les filles, quand nous avons rejoint nos camarades très rapidement, nous avons constaté que nous étions bonnes à faire deux choses. C'était, au moment de l'heure des repas, apporter à nos camarades masculins des sandwichs, parce qu'ils avaient faim, et d'autre part, à renéoter, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de photocopie, les discours que ces garçons faisaient. Et donc, on a commencé à leur dire que nous aussi, on savait écrire des discours, nous aussi, on pouvait penser ce monde de l'après 68, ils ne nous ont pas écoutés. Et une des raisons et une des racines du féminisme de l'après 70, ça a été la nécessité pour certaines personnes issues du monde étudiant de se dire, et nous, si on se réunissait entre nous, les filles, est-ce qu'on penserait la même chose que quand on parle dans des assemblées où il y avait aussi des garçons? Et on s'est aperçu qu'on ne parlait pas de la même chose. Nous n'avons pas exclu les garçons. On les conviait d'ailleurs à des réunions régulières où nous leur parlions des travaux que nous faisions, mais nous nous sommes aperçus que nous n'avions pas le même type ni de thématique qui nous intéressait, ni de mêmes paroles que nous échangions. Nous avons donc travaillé sur l'intimité, nous avons travaillé sur le corps, nous avons travaillé sur les théories féministes, nous avons travaillé sur Simone de Beauvoir, qui est venue beaucoup en 68 à la Sorbonne, que nous admirions, que nous vénérions, et qui pour nous était quelqu'un qui avait construit finalement une sorte de vérité qui nous avait échappé. C'est-à-dire que nous, les femmes, nous étions toujours, on était en train de devenir des femmes. Au moment où je suis rentrée dans le féminisme, moi, je me suis mariée très jeune, j'ai eu un fils très jeune. Nous commencions à être mères. La plupart de mes amis qui étaient dans les mêmes réseaux féministes que moi n'avaient pas d'enfants. Et nous découvrions ce que ça voulait dire d'être femme. Nous n'étions pas construites pour être des mères, des étudiantes, ensuite peut-être des futurs universitaires, des futurs professeurs, etc. Et celle qui avait guidé nos pas depuis l'âge de 16-17 ans, je ne sais pas si c'est pour vous pareil en Belgique, mais c'était Simone de Beauvoir avec son livre qui avait été une véritable révélation. Et des décennies plus tard, un jour où j'étais chez moi, dans ma maison d'été dans le sud de la France, j'ai ouvert par hasard un livre de Simone de Beauvoir que j'avais lu quand j'étais jeune, quand j'étais donc une militante. Je suis toujours militante féministe, mais je ne passe pas ma vie tous les soirs dans des réunions comme je l'ai passé autrefois. Mais je suis restée féministe et dans cette bibliothèque, je retrouve un livre que j'avais lu il y a 48 ans à peu près, qui s'appelait La vieillesse de Simone de Beauvoir. Et je l'avais lu à l'époque, il m'avait impressionné par son comparatisme, par son enquête anthropologique, par sa charge violente, notamment dans sa conclusion, où Simone de Beauvoir, après avoir fait une étude dans différentes civilisations et dans différentes sociétés, concluait son plaidoyer en disant « Le seul point où la démocratie peut se vérifier, c'est dans la manière dont on traite nos vieux. » Et elle terminait ce livre de manière extrêmement violente en disant « Nous, en France, et c'était à l'aube des années 60 que ce livre a été publié, nous, en France, nous traitons très mal nos vieux et nous ne sommes pas encore un pays complètement démocratique. » Quand j'avais lu ce livre à 22 ans, je m'étais dit
Elle a sûrement raison. Je suis très impressionnée par sa faculté de démontrer tout ce qu'elle avait engrangé, mais je ne me sentais pas directement concernée. Et quand j'ai ouvert ce livre, 48 ans plus tard, je me suis dit, elle touche un point qui n'est pas tellement étudié par les autres sociologues, par les autres philosophes, alors que nous vivons un temps aujourd'hui où, grâce au progrès de la médecine, grâce à notre hygiène de vie, grâce à la manière dont nos propres parents nous ont éduqués, grâce aussi à cette espèce de respect de nous-mêmes que les générations précédentes n'avaient pas, grâce aussi à cette possibilité de retraite que les générations précédentes n'avaient pas. Autrefois, en France, quand on arrivait à l'âge de la retraite, quasi automatiquement, le laps de temps qui se déroulait entre le moment de la cessation d'activité salariale et le moment où vous rejoigniez le cimetière était de 8 à 10 ans. Et donc le temps, ce nouveau temps qui nous est apparu depuis une bonne quinzaine d'années, ce nouveau temps grâce au progrès de la médecine, ce nouveau temps qui ne cesse de s'agrandir, puisqu'on a parlé de 3e âge, maintenant on parle de 4e âge, aujourd'hui, les gériatres parlent de 5e âge, et hier après-midi, j'ai passé 3h30 à interviewer un très grand intellectuel français qui n'a que 102 ans et qui ne s'est jamais arrêté pendant les 3h30 d'interview que j'ai fait de lui pour l'Institut national de l'audiovisuel. Les centenaires sont légion en France, et je pense que c'est la même chose en Belgique. Mais nous, en France, on met la poussière sous le tapis, on ne veut pas se rendre compte que c'est un privilège de vieillir, on ne veut pas se rendre compte que de plus en plus de personnes vieillissent, on ne veut pas se rendre compte que les médecins qui s'occupent de cette population de plus en plus grande et qui reste chez elle parce qu'elle est en bonne santé, ces gériatres disent « on vieillit en bonne santé ». D'une seule phrase, d'un seul souffle, d'une seule respiration, alors que nous avons des clichés dans la tête, en tout cas nous en France, en disant « les vieux, ils sont gaga, les vieux, ils ont Alzheimer, les vieux, ils nous ennuient, les vieux, ils nous perturbent, les vieux, on ne veut pas les voir, les vieux, on veut les caser, donc les vieux, on veut les éliminer, on veut les invisibiliser, on veut les séparer de la société active. » Cette amorce de séparation de cette classe d'âge qui, auparavant, j'ai pas besoin de remonter tellement loin dans ma propre histoire familiale, et notamment du côté paternel. J'avais un grand-père qui était paysan en Auvergne, dans un petit bourg, et une grand-mère qui, dans ce même bourg, était institutrice. Et du côté de ma mère, des deux côtés, aussi bien de mon côté paternel que de mon côté maternel, mes propres grands-parents ont été hébergés par mes parents et ont vieilli au domicile de mes propres parents. Et j'ai eu cette chance, comme enfant, d'avoir un rapport complètement naturel, complètement quotidien, d'échange permanent avec mes propres grands-parents que j'ai vus vieillir. Peut-être c'était une charge d'ailleurs pour mes parents, mais en tout cas, ils n'en parlaient pas à leurs propres enfants. Ils nous faisaient vivre, à nous les enfants, comme une sorte de privilège que ce partage d'âge. Mais aujourd'hui, avec la vie dans les villes, avec l'étroitesse des logements, avec les habitats qui se rétrécissent, avec ces familles qui sont de plus en plus monoparentales et l'absence d'espace, eh bien, ma génération ne peut plus accueillir ses propres parents. Et au moment où je relisais, par le plus grand des hasards et par amour du féminisme et par reconnaissance et admiration pour Simone de Beauvoir, ce livre sur la vieillesse, mon père me téléphone et me dit « Je veux rentrer en EHPAD ». J'habite Paris, mes parents habitaient Clermont-Ferrand,
Ils sont morts très récemment tous les deux. Et mon père, il y a 3 ans et demi, 4 ans, j'allais voir très régulièrement mes parents à Clermont-Ferrand. Et mon père m'appelle un jour pour me dire, je suis l'aîné de mes sœurs. Donc je pense que c'est parce que je suis l'aîné que mon père m'a appelé et m'a dit, voilà, je veux rentrer en EHPAD, il faut que tu viennes à Clermont-Ferrand et que tu m'amènes en EHPAD. Et je lui ai dit, mais papa, pourquoi tu veux aller en EHPAD ? Tu travailles sur l'ordinateur tous les matins, tu es président d'une association de bénévoles où tu aides les plus défavorisés ou ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, tu es très actif, tu suis les cours du 3e âge à l'université, pourquoi tu veux rentrer en EHPAD ? Et il me sort cette phrase stupéfiante et il me dit, parce que je veux y mourir. Et je lui dis, mais pourquoi tu veux mourir ? Il me dit, parce que je pense que je suis au bout de ma vie et qu'il y a un âge pour tout et que je veux mourir. Donc je suis partie pour Clermont-Ferrand et ça a duré 3 ans, les conversations avec mon père. 3 ans tous les 15 jours. Je m'étais astreinte à y aller tous les 15 jours et à essayer de persuader mon père, aidé par une de mes sœurs et pas par la 3e, qui elle était médecin et qui considérait que c'était légitime de la part de son propre père d'aller s'isoler dans un EHPAD pour pouvoir y mourir. Mon autre sœur et moi n'étions pas de cet avis. Et donc a commencé toute une série d'échanges et de dialogues extrêmement profonds, à la fois philosophiques, littéraires, médicaux. J'ai progressivement mis en place au domicile de mes parents tout un système paramédical d'aide de vie, d'infirmières, parce que la santé de mon père, pas mentale, mais il avait du mal à se déplacer, il a d'abord eu des béquilles, ensuite il a fallu, quand il sortait à l'extérieur de son appartement, qu'il soit en chaise roulante, et puis ensuite il a plus pu aller faire les courses. Ma mère était de plus en plus fatiguée. Ma mère, je sentais qu'il y avait des pans de mémoire qui commençaient à se dissoudre à l'intérieur de notre propre généalogie familiale. Et moi, j'étais là-dedans et je me disais, mais Simone de Beauvoir, elle a de plus en plus raison. Donc je m'arrimais comme une sorte de naufragé aux théories intellectuelles de Simone de Beauvoir. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de vivre moi-même, percutée par une situation familiale extrêmement violente et où en même temps, je ne pouvais pas montrer mes émotions. J'étais toujours en position d'essayer d'être calme, d'apporter du calme par rapport, et je l'ai compris progressivement, aux angoisses de mon propre père qui avait la charge de ma mère, qui perdait de plus en plus la mémoire, mais qui ne voulait pas le dire, qui essayait de s'isoler, qui avait honte de sombrer dans une maladie pourtant, hélas, bien diagnostiquée. Et une des raisons de vouloir être isolée dans un EHPAD de mon père, c'était d'être un peu à l'abri de ma propre mère, car une des conséquences de cette maladie terrible, ça peut être aussi des crises d'agressivité. Donc je me trouvais, pour vous dire les choses très brutalement et très simplement, dans la situation à laquelle peut-être certaines et certains d'entre vous vont être amenés ou sont déjà amenés ou ont déjà vécu, qui est une situation existentielle, qui est peut-être la situation la plus importante de notre existence, où nous, enfants, nous avons été choyés par des parents qui nous ont tout donné, qui nous ont protégés, qui nous ont donné l'élan pour essayer de nous construire, loin d'eux, progressivement. Eh bien, je devenais le parent de mes propres parents, le responsable, la responsable de mes 2 parents. Et donc, petit à petit, s'est élaborée en moi une idée d'essayer de construire une sorte de voyage, à la fois intellectuel, littéraire, personnel, d'enquête aussi, pour essayer de comprendre ce qu'on nous faisait à nous. Parce qu'en même temps, moi, qui n'avais jamais tellement... C'est pas que je voulais pratiquer le culte du jeunisme et que j'ignorais que j'étais vieille, je le savais que j'étais vieille. Je le savais d'autant plus que quand j'ai eu 55 ans,
pour la première fois dans ma vie, j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. À l'âge de 55 ans, j'ai été virée d'un boulot très violemment, en l'espace d'une phrase. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle, peut-être à qui c'est arrivé. Ça m'a fait du bien que ça m'arrive, parce que je savais que ça existait, mais ça m'était jamais arrivé. En une phrase, j'ai été virée. Et après, je me suis retrouvée dans ce qu'on appelle l'Agence nationale pour l'emploi, la NPE, et j'ai beaucoup appris de cette expérience. J'ai beaucoup appris avec les autres personnes avec qui j'ai fait la queue à Pôle emploi toutes les semaines, etc., etc. Mais à 55 ans, à la NPE, sans emploi, donc, au bout de 6 mois ou 6 mois et demi, j'avais une référente à Pôle emploi, une femme très jeune, très intelligente, très gentille, qui un jour me dit j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'avais donc 55 ans et demi. J'ai une excellente nouvelle pour vous. J'ai pu faire des recherches. J'ai pu avoir le certificat de mes responsables. Je vous annonce que vous pouvez partir à la retraite. Et là, je me suis mise à pleurer devant elle. Et je lui ai dit « Ah non, je vous en supplie, mademoiselle. Non, non, je ne veux pas prendre ma retraite. » Et donc, elle m'a regardée avec des yeux interloqués. Elle m'a dit « Mais tout le monde veut prendre sa retraite aujourd'hui. » Je lui ai dit « Mais en tout cas, pas moi, parce que j'ai l'impression que je vais mourir si je prends ma retraite à 55 ans et demi, comme disent les enfants. » Donc, j'avais eu cette expérience très violente où une jeune femme, croyant me faire plaisir, m'avait dit, vous pouvez rentrer chez vous et puis cultiver votre jardin, voyager, prendre le thé avec vos copines, faire du golf. Je dis, mais je déteste toutes ces activités, je veux continuer à travailler. Donc je lui ai dit non. J'ai eu la chance, ça n'a pas été si facile, mais j'ai eu la chance de reprendre un boulot, puis un autre boulot, etc. Ça n'a pas été si facile parce que j'avais 55 ans. Et quand vous savez qu'aujourd'hui, en France en tout cas, vous êtes un pré-senior quand vous avez entre 42, 43, 45, je ne vous dis pas, c'est déjà le grand âge. Hein. Vous ne savez plus utiliser aussi rapidement un ordinateur, vous ne savez pas répondre jour et nuit à votre portable, vous ne pouvez pas être transféré dans une autre activité dans les 48 heures, vous n'êtes pas aussi mobile qu'on vous le demande. Et puis, peut-être que vous fermez les yeux de temps en temps et on croit que vous dormez. Donc, vous êtes un individu hautement dangereux pour votre responsable de managering. Donc, les choses ont beaucoup empiré en une vingtaine d'années. Et donc, tout ça s'est coagulé dans un instant précis de mon existence. Et je me suis dit, je vais essayer de comprendre quelque chose. Et je suis allée voir des personnes très âgées dans des EHPAD. Et je suis allée m'installer dans des EHPAD et je suis allée rencontrer des associations qui luttent contre les EHPAD et je suis allée aussi au pays des personnes qui ont décidé que puisque maintenant nous sommes un très 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 grand nombre de plus en plus actifs et de plus en plus citoyens, parce que je le dis au passage, en France, les personnes qui votent le plus, vous savez qu'on souffre d'un très grand manque de citoyenneté en France qui s'appelle l'abstentionnisme, mais en tout cas, les personnes qui votent le plus en France, ce sont les personnes à partir de l'âge de 60 ans. Donc nous représentons aussi cyniquement une grande partie d'une citoyenneté active qui peut être très intéressante en cas d'élection. Donc, il y a des collectifs de citoyenneté qui se sont créés, il y a des architectes qui se sont regroupés, il y a des associations de citoyens partout sur le terrain, pas seulement des vieux, mais des vieux et des jeunes. Et d'autre part, il y a eu l'impact du Covid. En France, l'impact du Covid a été terrible, mais c'est accompagné aussi de très bonnes nouvelles qui personnellement m'ont beaucoup ébranlé et m'ont donné une certaine qualité d'optimisme pour regarder la vieillesse et pour pouvoir la considérer comme un nouveau privilège à condition qu'on puisse croire en notre jeunesse.
Au moment où le Covid nous est tombé dessus, j'ai eu l'impression, quand notre président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole, figurez-vous que c'était le jour de mon anniversaire. Et Emmanuel Macron, me parlant à moi derrière mon poste de télévision, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, nous a administré une grande leçon et nous a dit « Alors, à partir du moment où vous avez 70 ans, vous restez enfermés chez vous, vous ne descendez pas dans la rue, vous n'allez pas faire vos courses parce que vous êtes les personnes les plus fragiles et à partir de 70 ans, vous n'avez plus le droit d'être comme tous les autres citoyens. » Et moi, je l'ai pris pour moi dans le double sens du terme. D'abord parce que c'était ce jour-là où j'avais 70 ans et que j'ai trouvé que notre président de la République, et d'ailleurs, il a abandonné très vite ce discours parce que des juristes, y compris de notre grande instance en France, qui est la Cour institutionnelle, c'est-à-dire des grands juristes qui sont attentifs aux discriminations et chez qui tous les défenseurs des droits vont demander leur avis en cas de problématiques un peu hasardeuses, eh bien, le Conseil constitutionnel a dit que c'était une grave faute du président de la République parce que ça s'appelle de la discrimination. Discrimination par l'âge, ça s'appelle de l'agisme. On n'a pas le droit de discriminer les vieux en raison de leur âge. Nous sommes comme tout le monde. Nous faisons partie d'une citoyenneté où nous avons des droits égaux comme tout le monde. C'est pour ça que je ne voudrais pas trop lier mon engagement féminisme avec mon engagement pour une cessation de la stigmatisation de la vieillesse, mais je pense qu'il y a un même problème de discrimination, d'invisibilisation et d'une absence de reconnaissance de l'égalité des droits. Et nous avons une instance en France, je ne sais pas si vous l'avez aussi en Belgique, qui s'appelle le défenseur, c'est une femme maintenant, la défenseuse des droits. C'est une instance qui a été créée par François Mitterrand pour arbitrer tous les problèmes que subissent les Français. N'importe qui, du moment qu'il est français, quel que soit son âge, sa condition, sa profession, etc., peut introduire une requête auprès de cette instance qui reçoit tout le monde. Et il y a des centaines et des centaines de gens qui travaillent dans cette instance. Et figurez-vous que pour le défenseur des droits, la majorité des plaintes aujourd'hui qui sont adressées à cette instance qui est autonome et qui est comme une sorte de petit ministère avec un budget qui est alloué par l'État, mais qui dépend de personne. Eh bien, la principale cause des plaintes aujourd'hui, c'est à cause de la discrimination de l'âge. Tous les jours, il y a des familles qui viennent voir la défenseure des droits, il y a des personnes âgées qui viennent s'adresser, soit par courrier, soit par Internet, soit par l'intermédiaire de personnes qu'ils ont dans leur propre famille pour adresser leurs propres requêtes, parce qu'il y a plein d'offenses, oui, c'est un mot que j'ose employer, qui sont faites à des personnes en raison de leur âge. Alors, par exemple, ça peut aller d'un responsable bancaire qui dit à une personne âgée qui a plus de 70 ans, vous n'avez pas le droit de gérer votre compte, vous n'êtes pas autonome, il faut qu'on vous mette en curatelle ou en tutelle. Cette personne n'a absolument pas le droit de le dire. Ça peut venir aussi de la part de personnes qui sont intéressées, qui se montrent intéressées par rapport à des vieilles dames ou à des vieux messieurs et qui tentent de faire des extorsions de fonds. Ça peut être aussi à l'intérieur de certaines familles où on va mettre des personnes âgées qui ont pourtant toute leur tête dans une situation d'infériorisation intellectuelle avec une incapacité à continuer à décider de leur propre vie. Donc il y a tout un arsenal qui consiste
à non seulement invisibiliser, mais aussi à inférioriser et à rendre incapable cette population qui grandit de plus en plus et qui, grâce à la médecine, a de plus en plus de possibilités de vivre vieux en bonne santé et de pouvoir jouir de cet âge-là qui autrefois était un privilège et qui aujourd'hui apparaît comme une stigmatisation. Donc, je me suis engagée dans cette cause, à la fois en essayant de faire une enquête qui a été ensuite relayée par un journaliste français qui travaille au journal Le Monde, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Victor Castanet, qui a obtenu ce que je n'avais pas réussi à obtenir. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce jeune homme qui a réussi à obtenir des chiffres, qui a réussi à obtenir des aveux de la part de certaines directions d'EHPAD, généralement d'ailleurs les plus chères en France, qui véritablement avaient transformé les EHPAD en demandant aux familles de payer 8 à 10 000 euros par mois. Je précise, 8 à 10 000 euros par mois aux familles de leurs propres parents, de leurs propres grands-parents, qui étaient affamés, car ces EHPAD de luxe étaient transformés en mouroirs pour que les actionnaires de ces EHPAD, qui étaient des mouroirs, puissent toucher plus de dividendes. Victor Castanet a donc publié un bouquin il y a 1 an et demi qui a été un véritable séisme et qui a amplifié la cause de certains de ces EHPAD qui sont des mouroirs. Maintenant, nous arrivons à une nouvelle phase en France. Nous ne voulons plus d'EHPAD. Nous ne voulons plus, il y a des EHPAD. Et vous vivez dans un pays que j'admire énormément par rapport à la considération que vous avez de la vieillesse. Votre pays, ainsi que la Suisse, et 2 autres pays européens, comme la Norvège et la Finlande, sont les pays les plus avancés par rapport à cette classe d'âge que nous incarnons. Depuis extrêmement longtemps, vous avez de la considération naturelle, pour vous c'est naturel, et en Suisse c'est naturel aussi, parce que vous avez considéré que l'intergénérationnel est quelque chose qui est une manière de vivre, qui est démocratique, naturelle, mais chez nous c'est exactement le contraire. À partir du moment où on est vieux, il faut qu'on soit enfermé. Les EHPAD se sont construits à la périphérie des villes, ce qui n'engage pas évidemment les familles des résidents des EHPAD à pouvoir aller rendre visite à leurs vieux parce que c'est de plus en plus loin, c'est de plus en plus compliqué d'y aller. Et d'autre part, ces EHPAD ne sont pas tellement surveillés par ce qu'on appelle l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire les autorités médicales qui émanent du ministère de la Santé. Il y a des EHPAD privés qui sont les plus nombreuses et qui se font un fric fou. Il y a les EHPAD associatifs qui sont beaucoup moins nombreux et où les résidents sont beaucoup mieux traités. Et il y a quelques EHPAD dans les grandes villes qui sont gérés par les municipalités, où là, les personnes âgées sont généralement hébergées dans le centre des villes parce que les municipalités donnent des locaux municipaux qui permettent aux personnes âgées de vivre à l'intérieur de la ville. Donc, nous sommes passés à une nouvelle vitesse qui est non seulement la prise en considération de notre âge, nous sommes une force, nous sommes un peuple, nous sommes un peuple extrêmement actif et extrêmement citoyen, nous sommes un peuple de bénévoles, nous passons notre temps à aider les autres. En France, on nous appelle les aidants. On ne passe pas notre temps devant notre télévision à se lamenter en se disant « Oh, comme on était bien quand on était jeune, comme on était intelligent quand on était jeune, comme on était belle quand on était jeune. Maintenant, plus personne ne fait attention à nous. On passe notre temps à essayer d'aider les autres. On est bénévole dans des associations.
En France, on nous appelle les aidants. Nous avons droit à 1 journée par an en France pour notre reconnaissance. Mais donc, nous sommes un peuple d'actifs. Nous essayons de réparer les personnes qui se trouvent justement dans les marges et la périphérie de notre société, les personnes les plus fragiles, les personnes qui ne sont pas dans la même vitesse de l'activité de ceux qui sont en train de travailler. Nous sommes contre l'extrême vitesse, nous sommes contre cette idolâtrie du jeunisme, nous sommes contre cette offense faite à ce qu'apporte la vieillesse, c'est-à-dire les rides, c'est-à-dire la possibilité de vivre dans une autre temporalité qui peut être celui de l'émerveillement, celui d'un autre tempo. Nous adorons la lenteur, nous adorons l'émerveillement du monde, nous adorons l'intensité de notre présent, nous nous projetons dans un avenir, nous vivons avec l'idée de notre finitude, nous haïssons les transhumanistes qui nous font croire que nous allons pouvoir être cryogénisés et tourner autour de la planète pour qu'on regarde nos exosquelettes et que dans nos arrière-petits-enfants se disent « Ah, c'est pas une étoile, c'est notre arrière-grand-mère ». Nous haïssons ces gens-là qui nous font croire que nous allons accéder à notre immortalité. Nous aimons notre propre finitude. Nous savons que nous allons un jour disparaître. Mais cette idée de la disparition et du tutoiement avec cette finitude nous permet peut-être d'être plus proches de celles et de ceux qui ont besoin de nous, qui ont besoin des personnes qui ne sommes pas le pied sur l'accélérateur, qui ne sommes pas dans le culte de la performance. Je parle au nom de ma jeunesse, je parle au nom de mon âge adulte. J'ai eu la chance de travailler extrêmement tard et de vivre tous les tourments de ce que ça veut dire essayer d'être dans le vent, essayer d'être dans la course, me dire que si je ne fais pas 36 boulots en même temps, eh bien je ne vais être plus rien. Comme m'avait dit un jour un de mes PDG de Radio France, la maison que je viens de quitter, où j'ai travaillé pendant 49 ans et demi, un jour où je lui disais « je veux arrêter mes fonctions », il m'avait répondu « vous savez, dans les journaux, il y a une page qui est très lue au début des hebdomadaires, et notamment dans l'Observateur, une page qui est très lue, c'est la page « plus et moins ». Et vous allez vous retrouver dans la page « moins ». Personne ne va croire que vous avez quitté vos fonctions volontairement. Personne ne veut quitter ses fonctions volontairement. Donc tout le monde va croire que je vous ai viré. Je lui dis, écoutez, je vais me retrouver dans la colonne « moi », mais moi je sais que c'est moi qui ai décidé de partir et de vivre dans une autre temporalité. Ah, mais ce n'est pas possible dans notre société, m'avait-il dit. Et ça montre bien à quel point la colonne plus et la colonne moins sont difficiles à apprécier. Ce n'est pas parce qu'on choisit le moins qu'on ne choisit pas son propre plus, qu'on ne choisit pas son propre supplément d'âme, qu'on ne choisit pas une autre manière de vivre, et que cette autre manière de vivre, elle est peut-être beaucoup plus intéressante que cette espèce de course effrénée à l'intérieur de laquelle, en tout cas, ma génération s'est retrouvée, une génération où, en tant que fille, on avait la chance d'avoir fait des études parce que nos propres parents nous avaient dit, en tant que féministes, et mon père était extrêmement féministe, il faut que tu gagnes ta vie, ma petite. Il ne faut pas que tu sois dépendante de ton mari, même si ton mari a un salaire, il faut que tu gagnes ta vie. Donc, tu as intérêt à faire des études, à choisir le métier que tu voudras, etc. Mais pour être indépendante matériellement et intellectuellement, eh bien, il fallait tout faire. On a appelé ça la charge mentale. Des féministes d'il y a 15 ans, 10-15 ans, ont inventé
en France ce joli mot de charge mentale qui dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une génération où on doit être partout. On a dû être mère à plein temps, on a dû faire les courses, on a dû s'occuper de l'éducation de nos propres enfants, on a dû être des épouses, on a dû être des businesswomen, on a traversé comme tout le monde des problèmes, mais il fallait surtout pas en parler au boulot, le montrer au boulot, etc., etc. Et donc, il a fallu se placer sur un échiquier social et politique et existentiel en même temps, où personnellement, mais je ne suis pas la seule, de nombreux amis IES, les hommes sont plus, et je vais parler de cette différence, si j'en ai encore le temps, de cette différence qu'on a, nous les femmes, de vieillir beaucoup plus tôt et beaucoup plus mal que vous les hommes. Mais donc, nous, les femmes, il fallait assurer tout le temps. Et nous avons vécu cette espèce de course en avant pour essayer de nous maintenir à flot, si j'ose dire, pour continuer à avoir du travail, pour essayer de continuer à faire nos preuves, en espérant que l'année suivante, on continue à avoir du boulot. En plus, il se trouve que moi, j'ai choisi de travailler dans ce qu'on appelle l'audiovisuel public. Donc l'audiovisuel public, ce n'est pas des boulots avec des contrats. Moi, j'ai travaillé pendant donc 49 ans et demi à Radio France et j'ai quitté l'institution Radio France il y a quelques mois comme intermittente du spectacle. C'est-à-dire que j'étais pendant 49 ans employée chaque saison avec chaque fois la boule au ventre au mois de juin pour savoir si oui ou non mon PDG allait me réemployer l'année suivante. Donc, ma condition d'intermittence a accentué ce côté de précarité. Mais nous sommes une génération qui avons eu besoin de prouver que nous étions les égales de nos camarades les hommes, et nous passions notre temps à essayer de prouver. Et là, commence un temps où, étant extrêmement vieille, je m'aperçois que ma vieillesse me protège. Ça a commencé il y a quelques années. C'est-à-dire que, bon, j'ai été, en tant que vieille, choisie par une équipe de jeunes à la télévision parce qu'ils avaient besoin d'une vieille. Ils voulaient avoir quelqu'un d'âgé, soi-disant pour de l'expertise. Donc, ils cherchaient une vieille. Ils ont choisi 2 vieilles. Une vieille beaucoup mieux que moi, qui s'appelle Dominique Schnapper, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus cultivée, beaucoup plus bardée de diplômes que moi, et moi. Et ils m'ont convoqué, ils m'ont dit, on a choisi 2 vieilles. Je dis, mais l'autre est beaucoup mieux, je l'admire énormément. Alors ils m'ont dit, oui, mais elle a dit non. Alors j'ai dit, bon, ben alors, s'il faut y aller, il faut y aller. S'il faut y aller comme vieille. Et en fait, je me suis aperçue, par rapport à toute cette expérience des décennies de travail, parce que premier boulot à 18 ans, dernier boulot, pas encore, parce que même si je suis encore intermittente du spectacle, aujourd'hui j'ai 73, bientôt 74, mais je travaille quand même un peu, je continue à travailler un peu. Eh bien, les jeunes m'aiment bien. C'est pas parce que c'est moi et que je suis gentille avec eux, c'est parce que je suis vieille. C'est-à-dire que je suis... Non, mais je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que cette espèce de concurrence frontale que j'ai vécue pendant ces décennies de travail, où il faut montrer qu'on est capable et qu'on est capable autant que le voisin, et peut-être un peu mieux que le voisin, parce que les garçons sont quand même, je trouve, dans le boulot plus protégés que les filles. En tout cas, c'est mon expérience. Eh bien, il fallait toujours assurer et on se regardait entre nous. Mais à partir du moment où ils savent que, de toutes les façons, vous ne pouvez pas prendre leur place et que vous allez partir, soit parce que vous allez mourir, soit parce que vous allez abandonner et que vous allez devenir gaga, eh bien, ils vous aiment beaucoup. Vous êtes une sorte de petit doudou, un petit fétiche. Et moi, j'ai trouvé le truc de ne pas aller me faire des liftings à 4 000 €, mais je travaille dans une équipe de jeunes où « Ah, bonjour, bonjour !» Ils sont très gentils avec moi.
Donc j'entends profiter de ma vieillesse le plus longtemps possible, mais je leur ai demandé quand même de me dire si, quand j'ai des trous de mémoire, me prévenir très rapidement pour que je quitte discrètement le bateau où ils ont bien voulu m'accueillir. Mais je voudrais parler de la différence dans la vieillesse entre les femmes et les hommes, en tout cas en France. Entre les femmes et les hommes, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Cette différence, elle a toujours existé, mais elle s'est énormément accentuée durant ces dernières décennies. Et chaque année qui passe, ça s'accélère, c'est devenu comme un train fou. Alors, je citerai une de mes idoles au cinéma, c'est Simone Signoret. Simone Signoret, quand elle était en couple avec Yves Montand, disait « Je ne comprends pas, Yves, toi qui es plus vieux que moi, qui as plus de rides que moi, pourquoi tu continues à être engagé par tous les cinéastes alors que moi, il me trouve trop ridé ?» Bon, les choses n'ont pas bien évolué depuis. On n'a pas le même âge dans le regard des autres quand on est une femme ou quand on est un homme. Quand on est une femme, à partir de 50 ans, on est déjà une senior, ou quelquefois même déjà une post-senior, ou une pré-post-senior. Il faut s'attendre déjà au pire, mais de toutes les façons, le pire vous est déjà arrivé parce que vous êtes déjà catégorisé dans la fosse au lion où vous ne pouvez plus rien vous permettre et où de toutes les façons, on ne vous regarde pas. Vous n'êtes jamais une incarnation d'une vie possible parce que regardez les journaux féminins, regardez les publicités dans les rues des grandes villes, regardez ce qu'on nous présente comme modèle féminin. Mais ce qui est dramatique, c'est que moi je connais beaucoup de femmes qui ont 80 ans, 90 ans, 70 ans, 60 ans, 50 ans, et plus on qui, à mon humble avis, plus elles vieillissent, plus elles sont belles. Parce qu'il y a une sorte de plénitude, peut-être c'est l'expérience de l'âge, c'est aussi une architecture du visage, les rides aussi construisent un rapport au monde, c'est comme quelque chose de l'ordre d'une géologie extérieure, mais qui est comme quelque chose qui ressort aussi de l'expérience que vous avez vécue, des émotions. Je ne dis pas que forcément, plus on est ridé, plus on est belle, mais je dis que plus on est vieille, plus on est belle. Et que c'est le regard des jeunistes d'aujourd'hui, complètement orchestré par une sorte de culte d'une violence inouïe et d'une offense faite à la vie, parce que ceux qui essayent de nous faire croire que quand on est vieux, on est moche et qu'on est comme des vieux yaourts périmés à foutre à la poubelle et invisibilisés aux périphéries des villes où il ne faut surtout pas nous voir parce qu'on prend trop de temps et on est moche à voir, mais ce sont des gens qui sont jeunes et qui sont au fait de leur gloire, mais qui n'ont jamais pensé qu'un jour aussi, eux aussi, ils vont vieillir. Et quand tout jeune sommeille un vieux, et que moi je connais des jeunes qui sont très vieux dans leur tête, et qui sont très arrogants, et qui vont très mal vieillir, et qui vont devenir des vieillards cacochymes, aigres et violents, agressifs, etc., et dont personne ne voudra. Et donc je connais aussi des vieux qui sont extrêmement jeunes dans leur tête et qui ont bien des leçons à donner à ces jeunes qui croient nous gouverner au nom de leurs pseudo-idéaux. Mais là où ça devient extrêmement compliqué, c'est que la roue de cette jeunesse exultante, violente, jubilatoire, qui croit forcément avoir raison, elle s'est intégrée à l'intérieur du cerveau des jeunes. Et là, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais vous avez des filles de 20 ans qui vous disent, avec un ton de gravité exceptionnel, « Je suis en train de vieillir. J'ai pris rendez-vous avec un dermato parce que je commence à avoir des petites rides. » Et qui commencent à s'angoisser parce que
à force de nous montrer des visages lisses, des visages qui ne sont pas le reflet de la vérité de notre être, car les publicités, comme vous le savez, sont profondément retouchées par les appareils photographiques. Mais l'idéal qu'on nous montre, c'est un idéal où les visages sont entièrement remodelés et où le poids de la vie ne s'inscrit jamais à l'intérieur de la surface de notre peau. Et donc, même les jeunes filles sont en ce moment même en train d'avoir... Marguerite Duras, que j'aime infiniment, avait écrit un livre absolument extraordinaire qui s'intitulait « La maladie de la mort ». Eh bien, ça me vient en vous parlant. Il y a une maladie de la vieillesse en France qui est en train de s'emballer, qui est en train de prendre un tour absolument dramatique, qui est en train d'être ignorée par nos tutelles politiques, de droite comme de gauche, et qui, à mon avis, et je veux revenir à Simone de Beauvoir, qui 50 ans auparavant avait raison, je pense que c'est un problème de démocratie de notre société, c'est un impensé de notre démocratie, mais il y a beaucoup de gens de ma génération qui avons fait 68 en disant « on ne veut pas qu'on décide pour nous de ce que sera notre avenir », et vous pensez bien que ceux qu'on appelle les baby boomers, donc ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, et les jeunes nous reprochent d'avoir tout, de diriger tout, d'avoir beaucoup d'argent, de prendre beaucoup de place, d'être responsable de la catastrophe écologique, de ne pas avoir tiré l'alerte. Il y a même une certaine violence à l'intérieur de certains activistes de jeunes. Heureusement, cette violence contre les boomers s'est un peu éteinte ces dernières années, mais il y a 3-4 ans, dans certains pays européens, des mouvements assez violents contre notre génération. Mais notre génération est en colère, de nouveau. Notre génération a décidé de vivre sa propre vieillesse comme elle le souhaitait, comme elle l'entendait. Notre propre génération est en train de travailler avec plein d'autres acteurs de notre propre histoire, dont justement les urbanistes, les architectes, les gens qui s'occupent des logements sociaux, car c'est une histoire géographique, géopolitique, familiale, émotionnelle et qui concerne le vivre ensemble, car je crois que ça ne coûtera pas d'argent. Je pense que c'est un basculement de civilisation. Je pense que c'est un point très important de la considération qu'on a pour la vie, avec un grand V. Je trouve personnellement, et vu les déchirantes tragédies que nous traversons en ce moment même où nous parlons, vu la manière dont les migrants sont traités, vu l'absence de discours par rapport à la seule chose qui nous reste, quel que soit notre âge, notre considération pour les autres, quelle que soit notre profession, quel que soit notre parcours, quelle que soit notre idéologie, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos spiritualités, la seule chose que nous avons, c'est la vie. Et je trouve que dans cette stigmatisation très accélérée de la vieillesse, il y a aussi une offense à la vie. Il y a aussi une accélération vers une société mortifère. Je trouve que de tous côtés, il y a des sirènes qui s'allument, pour le moment à bas bruit, mais qui sont de plus en plus tonitruantes et malfaisantes, pour dire que la vie ne vaut rien, que la vie... Il y a des gens qui méritent de vivre, et il y aurait des gens qui ne mériteraient pas de vivre. Moi, j'étais très contente d'écouter le pape François à Marseille, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de la vie. Et je pense qu'à travers cette accélération contre la stigmatisation et l'invisibilisation de la vieillesse, il y a une insupportabilité de la mort.
On parlait de la vie immortelle et des charlatans de l'invisible qui nous promettent l'immortalité à tout prix. Mais il y a aussi, dans notre société, c'est organisé à bas bruit aussi, mais ça monte de plus en plus et c'est devenu très efficient aujourd'hui. On n'a plus le droit de porter le deuil. D'ailleurs, on ne porte plus le deuil depuis des décennies. Moi, je me souviens que quand j'ai perdu mes propres grands-parents, mes parents sont habillés en noir, portaient une barrette noire, etc., etc. Maintenant, on n'a plus le droit, quand on perd ses parents, de rentrer au bureau et de dire, si on n'est pas vraiment, franchement, très joyeux, de dire que on est dans le deuil. Ce mot de deuil, ça a quelque chose d'obscène. Maintenant, les enterrements, il faut qu'ils se fassent à toute vitesse. Maintenant, dans les lieux de culte, ils ne se font pas au centre des grandes métropoles. Et puis, il faut que ça se passe de plus en plus rapidement parce qu'il ne faut pas prendre le temps du deuil. Donc, je pense que tout ça est consubstantiel par rapport à une perception de la vie. Et je suis très optimiste parce que les jeunes générations, la première chose qu'ils ont faite en France, les jeunes, au moment où le Covid a été annoncé et au moment où on nous a demandé de rester chez nous sans rien faire, ce que nous n'avons pas fait, parce qu'on est allé justement aider les plus précaires, ceux qui étaient le plus en marge dans notre société, eh bien, ceux qui sont allés en masse dans toutes les mairies, c'est les plus jeunes. Ils se sont précipités, ils ont dit « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et les rapports qu'ils ont noués avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas, dont la plupart étaient des personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir de leurs propres appartements parce qu'ils étaient trop faibles et qu'ils vivaient dans un état de grande précarité. Ils ont noué des relations avec des personnes. Ils ne soupçonnaient pas qu'ils pourraient en retirer autant de bonheur. Ce bonheur était réciproque. L'intergénérationnel, l'idée de vivre dans des immeubles et dans des quartiers où toutes les générations peuvent cohabiter dans les mêmes immeubles et où une femme de 40 ans ou de 35 ans qui va accompagner ses enfants à l'école ou à la crèche va être relayée par une personne qui a arrêté de travailler, qui va venir à 4h30 ou à 18h amener ses enfants dans son propre appartement pour accompagner les devoirs, etc., etc. C'est pas très compliqué et ça coûte rien. Donc, nous avons formé un petit parti. C'est un parti sans aucune obédience idéologique ni de croyance particulière. Il est ouvert à toutes les générations. Il s'appelle le CNAV, c'est le Conseil national autogéré de la vieillesse. Nous allons tenir nos assises à Paris au mois de novembre, le 22 et le 23 novembre. Si vous passez par Paris, ou sans ça, vous pouvez vous brancher sur le site du CNAV. Nous avons intitulé ce salon, le salon des vieilles et des vieux en colère. Et nous avons décidé de faire appel à tous les vieilles et les vieux qui veulent bien nous aider à réfléchir sur une autre manière de vieillir. Alors, on était 5 à créer ce mouvement. On s'est dit, personne va se manifester. Et on est débordé par les propositions de tout le monde parce que ça concerne énormément de monde. Et il y a beaucoup de gens, quelle que soit leur histoire, leur parcours, leur itinéraire, et quel que soit leur âge, qui veulent participer. Et moi, j'ai la chance de pouvoir m'occuper de 2 thématiques. Une thématique, c'est comment jouir de la vie plus on devient vieux. Et je vais avoir la chance d'écouter Michel Perrault discuter avec Annie Ernaux. Et j'ai une autre thématique. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot de persistant. Nous sommes des persistants. C'est-à-dire que nous persistons à vivre sans embêter personne, mais nous aimons persister en essayant d'aider les autres et nous voulons montrer à quel point c'est une manière
de vivre avec bonheur tous les âges qui nous attendent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été trop long. J'ai pas de... Peut-être j'ai été trop long ou... Non, mais c'est moi qui vous remercie. Hein. J'ai pas de notes, j'ai un peu improvisé. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je pourrais vous parler une nuit entière, mais relisez Héraclite, qui parlait avec magnificence de la vieillesse, déjà Héraclite. Relisez Sénèque, qui parlait aussi de l'apprentissage de vivre depuis l'aube de l'humanité, depuis que la philosophie a commencé à exister. Ce long voyage que j'ai fait au pays de la vieillesse m'a permis de revisiter des textes depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, de me replonger dans le fleuve du temps, de m'apporter beaucoup de rencontres extraordinaires, de rencontrer des gens absolument remarquables. Et je pense que le présent, c'est beaucoup plus important que le passé. Et que si on peut transmettre un tout petit peu quelque chose aux générations passées, sans pour autant s'appesantir et sans être un poids, c'est formidable. Et que si on pouvait être un peu mieux considéré comme on l'est dans d'autres sociétés, hein. Il y a des sociétés, notamment en Afrique, où plus on est vieux, plus on est sage, plus on sait de choses, et plus on est aimé, y compris des petits-enfants, et plus on est idolâtré. Il n'y a pas que chez les Africains, mais au Japon, on est vénéré, etc. Pourquoi est-ce qu'en France, on est tellement violenté quand on est vieux ? J'espère que la révolution prochaine, ça sera le vivre ensemble avec toutes les générations réunies, et je pense personnellement que c'est bien parti. Merci à vous.